Salut et bienvenue dans cette revue du chapitre 401 de Hunter x Hunter. Ça y est, c'est enfin la reprise. Donc ce chapitre était vraiment incroyable et franchement ça fait plaisir d'avoir de nouveau du Hunter x Hunter. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce chapitre, donc sans plus attendre, commençons cette review. Donc le chapitre reprend là où nous avait laissé le précédent, donc à savoir sur la discussion entre Kurapika et Longi. Donc Longi qui est la garde du 5e prince Tsubepa. Elle révèle qu'elle maîtrise le nen et nous dévoile par la même occasion sa capacité qui s'appelle mot transparent. Donc apparemment cette capacité est de type manipulation conditionnelle, donc un type qui n'était pas encore connu. Donc grosso modo, il semble pouvoir contraindre une cible à respecter des conditions sans restreindre pour autant ses mouvements ou sa pensée. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que contrairement à Hirumi par exemple, qui était de manipulation absolue, donc lorsqu'il plante une aiguille dans le crâne de quelqu'un, il peut contrôler sa pensée et ses mouvements. On avait vu aussi son aiguille de naine qui était plutôt de manipulation partielle il me semble, ou qui pouvait juste influencer un peu la pensée sans contrôler les mouvements de la cible. Là en fait non, on contrôle ni la pensée ni les mouvements de la cible, mais par le biais du contrat de naine, par le biais de bonus et de malus, on influence la cible à faire certains choix, mais sans la contrôler directement. Et c'est là que c'est hyper intéressant du coup d'avoir fait un naine sur le terme de contrat, parce que du coup ça rentre parfaitement dans cette catégorie. Donc du coup, plus en détail, la capacité de Longi, elle consiste à pouvoir permettre un partage des pouvoirs entre les deux parties qui ont signé le contrat. Donc elle peut soit prêter, ou soit au contraire supprimer l'accès à certaines capacités à certains utilisateurs qu'elle choisit. La condition d'activation pour ce nen, c'est donc d'obtenir la signature de l'autre partie, ainsi que le consentement de l'individu. Donc ça marche pas si on fait signer de force, et je trouve que c'est une très bonne condition, surtout dans cet arc d'alliance. Et donc pour renforcer sa capacité, donc on se souvient, il y a la condition et le serment, et bien justement elle a prêté serment, celui de donner des explications honnêtes sans mentir sur les termes du contrat et du fonctionnement de sa capacité. Donc ça rejoint un peu le fait que l'individu doit être consentant, elle ne doit pas non plus lui mentir. Donc elle s'engage elle aussi à dire la vérité avec la personne avec qui elle compte signer son contrat. Le chapitre continue et Longi nous explique pourquoi elle veut établir un contrat avec Kurapika. On apprend alors qu'elle est la fille biologique de Beyond Hetero. Rien que ça, la fille de Beyond. Et que ce dernier, il y a plus de 30 ans, a mis en place un plan parfaitement orchestré. Il a contracté des mariages blancs avec des hauts placés de l'armée de Kakin et a trouvé des accords pour enfanter leurs femmes. Donc en gros, il y a 30 ans, Beyond il a passé des accords avec des mecs qui étaient hauts placés dans l'armée de Kakin pour enfanter leurs femmes et donc pour assurer sa descendance. Et je sais pas ce qu'il leur a promis, peut-être de l'argent. Et ensuite, ce couple-là devait élever les enfants de Beyond dans le secret, de sorte à ce qu'ils intègrent l'académie militaire royale de Kakin. Beyond a apparemment répété ce schéma à chaque fois qu'un prince est né. Ensuite, on apprend que tous ces enfants ont réussi l'examen d'entrée dans cette académie, car ils maîtrisaient le nen depuis leur naissance. Enfin, en tout cas, ils étaient éveillés au nen depuis leur naissance. Comment c'est possible? Eh ben, c'est dû à un effet secondaire d'une attaque de nen de la part de Beyond. Si on se rappelle bien ce que nous avait dit Wing à l'époque de la Tour Céleste, il y a deux moyens de s'éveiller au nen. Le premier moyen, c'est d'y aller progressif, comme il faisait avec Zushi, en faisant du travail mental. Et le second, c'est d'éveiller les chocos de nen avec une attaque de nen. C'est beaucoup plus dangereux si c'est mal employé, et il semble que Beyond a pris ce risque sur ses enfants pour les éveiller au nen, et donc les faire entrer dans l'académie militaire de Kakin. Cette attaque de nen, c'était en fait une malédiction qu'il a lancée sur ses propres enfants. Ces enfants sont possédés par un nen maléfique puissant, qui après leur mort s'activera pour tuer le prince auquel leur malédiction est rattachée. Beyond, il a rattaché chacun de ses enfants à une malédiction, et chaque enfant cible un prince, sans savoir lequel, et lorsqu'il mourra, la malédiction post-mortem s'activera pour aller tuer ce prince. Donc on est sur du nen de la malédiction post-mortem, mais c'est différent des gardes du prince Camilla, puisque eux ils n'ont pas besoin de maudire leur cible longtemps ou même de connaître son identité. Ça sous-entend que cette malédiction est beaucoup plus puissante que ceux des gardes de Camilla. Alors, le lecteur, Kurapika et Bill se demandent pour qui Beyond ferait tout ça. On peut penser naturellement au premier prince, Benjamin, qui est au cœur de l'armée, mais Longi arrête tout de suite les débats. C'est impossible que Beyond, un homme aussi avide, rusé et méthodique, ait fait tout ça pour un simple prince. Non. La seule option, c'est que Beyond est un descendant direct parmi les 14 princes de Kakin. On arrive finalement au terme de cette discussion, et Longi énonce enfin les termes du contrat de nen,
un accord de paix entre le 5e prince Tsubepa, le 14e prince Wobble et la 8e reine Oito. Il ne faudra ni attaquer, ni mentir ou ni tenter de nuire au prince, à la reine, ainsi qu'aux gardes de chaque partie. Ce contrat prend fin dimanche prochain à 9h. Il reste 5 jours. Mais il peut être automatiquement renouvelé si Longhi se présente dans la chambre 1014 dimanche prochain à 9h, donc à l'heure exacte où il était censé se terminer. Si l'un des deux parties ne respecte pas les engagements, alors ses membres seront dans un état de zetsu forcé pendant une semaine, ce qui, sur ce bateau, équivaut à la mort. Hein, on va pas se mentir, si t'as pas de naine, c'est cuit pour toi. C'est alors que Longhi propose aussi à Kurapika un contrat privé, ne les engageant que tous les deux. Le but étant de trouver, s'il se cache bien parmi les princes, l'identité de l'enfant de Beiyond. Ces deux contrats doivent être remplis avant que Tsubepa ne soit plus en lice dans la guerre de succession ou avant qu'il ne reste plus que 2 candidats à cette même guerre. Cependant, si ce délai est dépassé et si Kurapika veut continuer cette enquête, Longhi lui proposera un nouveau contrat privé. Et enfin, avant de signer le contrat, Longhi révèle son objectif, que ce soit elle qui tue l'enfant de Beiyond s'il fait bien partie des 14 princes de Kakin. Donc maintenant qu'on a fini un peu de résumer ce chapitre, on va pouvoir s'intéresser aux nombreuses questions qu'il soulève, tant elles redéfinissent les tenants et les aboutissants de cet arc de la guerre de succession. Comme je viens de le dire, après cette lecture du chapitre 401, plusieurs questions subsistent dans mon esprit, et donc je vais vous les énoncer l'une après l'autre en y répondant. Je pense que ça peut être intéressant de faire un format question-réponse. Bon déjà, est-ce que Kurapika a signé le contrat de naine avec Longhi ? Parce qu'en effet, lorsqu'il sort de la salle, il annonce qu'aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties. L'intérêt de tout ce chapitre est aussi de savoir si Kurapika et Longhi vont trouver un accord, vont s'allier, ce qui pourrait déboucher sur de nombreuses intrigues hyper intéressantes que je développerai plus tard. Alors déjà, premier argument, Yorikofu, donc le garde du prince Benjamin, qui peut un peu ressentir les auras, qui a un peu un don sur la perception d'aura, il ressent un changement dans l'aura de Kurapika, qui est probablement dû à son pacte de naine avec Longhi, où leurs deux naines ont dû se mélanger. Mais surtout, dans le chapitre précédent, donc le chapitre 400, qui a été publié il y a 2 ans, avant la pause de Togashi, Kurapika dit vraiment noir sur blanc accepter les conditions de Longhi dans le chapitre 400. Donc voilà, déjà grâce à ça, on peut être sûr que Kurapika a signé le contrat de naine avec Longhi. À partir de ça, on peut commencer à développer les potentielles intrigues qui vont découler et commencer à théoriser. Bon, ensuite, une deuxième question, parce que je rappelle que ce n'est qu'une théorie de Longhi. Est-ce que Beiyond a réellement un descendant parmi les 14 princes? Sans faire de suspense, oui, c'est sûr. D'un point de vue scénaristique, ça n'a aucun sens de consacrer un chapitre entier, ouvrant de nouvelles intrigues permettant de complètement bouleverser l'arc, pour au final en faire un pétard mouillé et abandonner cette piste. On peut donc être sûr que Beiyond a un descendant dans la famille royale. Mais alors, qui est-ce? L'idée que je vais vous partager, c'est une théorie de Henrik 21, et c'est celle qui me plaît le plus, et que je trouve la plus audacieuse et cohérente. Wobble serait le petit-fils de Beiyond, et Oito, sa mère, ne serait autre que la fille de Beiyond Netero. La traduction officielle de Kana dit ceci: ce qui compte, c'est l'identité de leur père. Cela sous-entend donc que le père doit forcément être Nasubi, et que pour participer à la guerre de succession, l'enfant doit être en plus reconnu comme légitime. La seule possibilité pour Beiyond de transmettre ses gènes à la descendance du roi est donc de passer par une reine. Si Oito est sa fille, et qu'elle a un enfant avec le roi, alors Wobble pourrait à la fois être légitime au trône, tout en étant le descendant des Netero. Mais pourquoi Oito? Pourquoi cette reine? Durant ce chapitre, on nous apprend que le plan de Beiyond a commencé il y a un peu plus de 30 ans, ce qui semble coller parfaitement avec l'âge de Oito. Comme ses autres enfants, Beiyond l'aurait placé dans une famille adoptive. C'est au chapitre 350 que Oito révèle qu'elle est issue d'une famille pauvre et qu'elle a toujours désiré devenir riche. Beiyond serait à l'origine de ce désir, l'ayant placée exprès dans un environnement pauvre pour la faire désirer la royauté et se faire sélectionner comme épouse du roi. Un pari risqué, mais à la hauteur des ambitions de Beiyond. Cette alternative apporterait un développement très intéressant au personnage de Kurapika, qui devra faire un choix entre tenir sa promesse faite à Wobble et Oito de les protéger, quitte à prendre le risque de se retrouver en zetsu forcé pendant une semaine, ou de tuer un enfant innocent pour les crimes de son père pour honorer le contrat de naine passé avec Longhi. Bien sûr, Kurapika choisira la première option, devra alors trouver un moyen d'éviter de se retrouver sans naine à bord du Black Whale, ce qui, je le répète, est synonyme de mort. Il pourrait alors essayer de convaincre Longhi de renoncer à sa vengeance. Cela pourrait l'amener à remettre en question ses propres motivations et arrêter sa traque de la brigade fantôme, le conduisant vers une mort plus que certaine. Cette solution pourrait amener un développement inattendu au personnage de Kurapika, et franchement, j'ai envie de voir ça.
Non mais sérieux, imaginez Kurapika, au milieu de toutes ces intrigues, au milieu de tous ces dilemmes. Il devrait faire le choix de renoncer à ce en quoi il a toujours cru, à savoir sa vengeance, pour respecter ses valeurs, ne pas tuer les innocents. Et d'ailleurs, je le place là parce que je sais pas trop où le mettre, mais maintenant qu'on sait ça, que Beyond a un descendant parmi les 14 princes de Kakin, eh bien, j'en fais mon favori pour remporter cette guerre de succession. Si l'on en suit la théorie de Henrik XXI, le futur roi serait Wobble, et le plan de Beyond, s'étalant sur plusieurs décennies, sur plus de 30 ans, aboutirait. Alors maintenant, moi ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce que va faire Beyond, et que recherche-t-il? Car c'est vrai, maintenant, nous sommes en droit de nous interroger sur les motivations de Netero. Pourquoi avoir mis en place un tel plan sur plusieurs décennies? Le trésor de Kakin. On ne sait pas encore ce dont il s'agit, peut-être la jarre du rituel permettant de générer des bêtes de naines protectrices. À la fin du chapitre, il dit vouloir parler à quelqu'un. Peut-être s'agit-il de Sayu ou d'un autre complice pour commencer son évasion et aller aider son descendant. Bien. Maintenant que nous avons vu un petit peu toutes les intrigues qui découlent de cette révélation que nous avons eue dans le chapitre 401, nous allons nous concentrer sur ce qu'il pourrait se passer dans les prochains chapitres. Depuis le début de l'arc, Togashi a séparé ses nombreuses intrigues en 3 blocs. Le premier, celui de la quête du Dark Continent, où l'on retrouve la traque entre Beyond et les Zodiacs, ainsi que l'affrontement entre Jin et Pariston. Le deuxième est celui de la guerre de succession, où l'on retrouve donc l'affrontement entre les princes et les reines, ainsi que l'intrigue entre Kurapika et Tserednich. Le troisième est celui des niveaux inférieurs, mêlant la guerre entre les mafias et la traque entre Hisoka et la brigade fantôme. Petit à petit, ces blocs ont été entremêlés et semblent se rejoindre vers un seul endroit. C'est d'ailleurs très flagrant dans la dernière dizaine de chapitres de Togashi, donc du 391 au 400, où les blocs 2 et 3 sont vraiment très liés. Bon, déjà pour commencer, la brigade fantôme. Elle a 2 objectifs majeurs dans cet arc. Le premier, c'est de se rendre au niveau 1 pour voler le trésor de Kakin. Et le second, vous le connaissez tous, c'est de trouver et de tuer Hisoka. Ce dernier a été évincé du conflit par le clan Shu'u et se trouve désormais au niveau 1. La brigade a donc toutes les raisons de vouloir s'y rendre. De plus, chaque clan de la mafia a un accès direct vers le niveau 1, et le clan Ei veut s'y rendre, tandis que les 2 autres poursuivent ce même clan. Les 3 clans de la mafia ont donc tout un intérêt à se rendre au niveau 1. Au sein de cette guerre de succession, 3 princes sont étroitement liés aux 3 clans de la mafia. Il pourrait donc y avoir un jeu d'alliance entre eux, qui aurait donc évidemment une influence directe sur cette guerre de succession. On peut donc remarquer que toutes les intrigues des blocs 2 et 3 sont parfaitement liées et se regroupent au niveau 1, là où se déroule la guerre de succession. Je pense donc que pour les prochains chapitres, donc du 401 au 410, ou peut-être plus si Togashi continue, que Togashi va se concentrer sur la liaison entre les blocs 1 et 2. Et d'ailleurs cela a déjà commencé avec le chapitre 401, avec Beyond qui a infiltré et manipulé cette guerre de succession. Tout semble converger vers ce niveau 1, où se déroule la guerre de succession. Et moi je vous le dis les gars, à mon avis bientôt tout le monde va se rassembler là-bas, et alors là, ça va péter. Durant ces prochains chapitres, on pourrait également avoir plus d'informations concernant la malédiction du prince Fugetsu, qui est très probablement liée à la mort de l'un des enfants de Beyond. Ça semble logique, surtout avec ce chapitre 401 qui introduit ces nouvelles malédictions, et dans le chapitre précédent, on nous introduit la malédiction de Fugetsu. Mais surtout, on peut exclure les gardes de Camilla, puisque ces derniers ont besoin de beaucoup de temps de préparation, et qu'ils se sont mis d'accord sur la prochaine cible, le prince Wobble, ce qui ne colle donc pas avec le prince Fugetsu, qui n'est pas la même personne. De plus, dans le chapitre 400, on entend le début d'une annonce révélant une triste nouvelle à annoncer. Cela pourrait concerner la mort d'un ou plusieurs gardes de l'armée royale, dont l'un des enfants de Beyond, et donc la malédiction d'une haine post-mortem se serait déclenchée sur la cible, le prince Fugetsu. Enfin, nous devrions également apprendre l'identité de l'utilisateur de Silent Majority. Maintenant que Longi peut être évincé, il ne reste plus beaucoup de suspects. De mon côté, je pense qu'il s'agit de Satobi, le chef des gardes de la reine d'Oazul, affilié au 7ème prince Luzurus. Car oui, pendant la pause de Togashi, j'ai mené ma propre enquête, et je pense tenir la bonne solution. Donc si jamais ça intéresse des gens, je pourrais peut-être en faire une vidéo pour détailler cette enquête. Bah voilà, la review est terminée. T'as peut-être remarqué que c'était la première vidéo de la chaîne, et peut-être pas la dernière, je sais pas. Si les chapitres m'inspirent pas mal de choses, et que j'ai du temps libre, je ferai des reviews avec plaisir. Mais je fais pas ça pour avoir des abonnés, ou pour faire des vidéos régulièrement très travaillées. Ça me sert plus de notes pour pas oublier ma lecture et pour partager aussi ce que je ressens à travers cette œuvre. Et si jamais ça peut faire kiffer d'autres personnes, bah c'est super. Mais si jamais vous voulez un peu parler de ce que j'ai dit, parlez avec moi, il y a les commentaires sous la vidéo, ou sinon je suis assez présent sur Discord, sur le Discord de Hunter 404, ou alors sur le Discord de Manga Moins. Je vous mets les liens dans la description si jamais vous voulez venir parler là-bas, c'est super sympa. Et puis sinon je vous dis peut-être à la prochaine fois pour le chapitre 402 s'il est pas mal. Et vu ce que Togashi nous a pondu, je pense qu'il va être pas mal. Donc sûrement à la semaine prochaine. Allez, ciao!